Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode de l'année 2017 du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Marie-Lou et Jean-Philippe. On est vraiment content de vous retrouver après ce temps des fêtes qui a été très chargé en jeux de société pour nous. Oui, effectivement, puis ça va être le sujet de notre épisode aujourd'hui. Donc, on va parler des jeux qu'on a reçus. Encore là, des expériences de jeux qu'on a eues dans le temps des fêtes et un projet québécois. Et finalement, on termine avec des questions des auditeurs. Donc, comme on disait, notre sujet principal aujourd'hui, c'est les jeux qu'on a reçus à Noël. On a reçu beaucoup, on s'en est donné beaucoup, moi et Marie-Lou, je pense que 8, quelque chose comme ça. On a demandé, moi j'en ai demandé à mes parents, à tes parents. Mon frère m'en a donné aussi. Ouais, moi aussi j'en ai reçu de tes parents, de mes parents aussi, je pense un peu. En tout cas, tout le monde nous en a donné. C'était sur notre liste de cadeaux. Il y avait quasiment juste ça. Ben moi, il y avait juste ça. Toi, il y avait pas juste ça. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que j'avais, pas besoin, mais c'est ce que je voulais. C'est ce qui fait plaisir. C'est ça. Donc, je pourrais commencer avec le premier cadeau que j'ai reçu de tes parents, c'est celui-là, mais je pense qu'ils ont eu une petite voix à l'oreille qui leur a dit quoi acheter, hein? Je leur avais pas rien demandé. Ah, je sais pas, c'est le Père Noël, peut-être. C'est le jeu Russian Railroads. Un jeu qu'on avait déjà joué, moi et Marie-Lou, en 2016. Qu'on avait beaucoup apprécié. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui est un jeu, j'avais écouté dans une entrevue d'un podcast que j'écoute, Heavy Cardboard, qui disait que avec l'auteur du jeu que c'est à la base c'était supposé être un jeu 18xx. Un jeu 18xx, c'est un jeu de plus de gestion où tu développes ta voie ferrée, mais tu as une map, tout ça. Tandis que le jeu Russian Railroad, c'est chacun va développer ses tracks de chemin de fer sur son plateau personnel. Il n'y a pas de conflit entre les joueurs, puis le jeu Russian Railroad est aussi devenu un placement de travailleurs où on va placer des travailleurs pour réussir à développer nos choses, mais je trouvais ça intéressant comme entrevue que à la base le jeu n'était pas supposé être parce que le créateur est vraiment un créateur de jeux 18xx, donc puis là il est allé vers ça, puis là justement il y a un autre jeu qu'on a vu passer récemment qui est First Class là, qui vient de sortir assez récemment, qui est du même auteur, qui nous intéresse aussi. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir reçu Russian Railroad, puis il n'est pas encore déballé. Donc, on va le déballer sûrement assez prochainement pour y jouer. Puis je vais peut-être vous avez déjà vu sur notre chaîne YouTube, j'ai commencé à faire des vidéos de déballage. Puis peut-être que lui, ça va en être un aussi. Là. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qu'il y a dans Russian Railroads. Donc, c'était ça pour mon premier cadeau. Qu'est-ce que tu as reçu, toi, comme premier cadeau? Ben, premier sur ta liste que tu as mis. Moi, j'ai reçu le jeu Pandémie Legacy. Vraiment contente d'avoir reçu ça. Je suis pas vraiment une grande fan de Pandémie, là, le jeu de base original, mais je voulais vraiment essayer le Legacy parce que il est classé numéro 1 sur le site de Board Game Geek, donc c'est sûr que je me dis qu'il faut absolument que j'essaie ça, le meilleur jeu au monde. Supposément. Puis aussi le concept de Legacy, ça a l'air vraiment cool. C'est un jeu, dans le fond, qui évolue au cours des parties. Il y a des collants qu'il faut mettre sur les cartes ou sur le plateau de jeu. Il y a des cartes, je pense, qu'il faut détruire aussi, complètement enlever de la boîte. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis dans le fond, on l'a pas encore essayé. Moi, j'attends d'être avec un couple d'amis là pour pouvoir l'essayer. Je pense que ça serait vraiment le fun à 4 là. Ouais, je pense aussi. D'entreprendre la campagne. Je sais pas si on va être capable de la faire au complet avec d'autres joueurs, mais au moins pour commencer, ça serait le fun de jouer à 4 joueurs. Donc j'attends cette opportunité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis moi aussi, ça m'intéressait de l'essayer celui-là. Voir est-ce que le meilleur jeu au monde est vraiment le meilleur jeu au monde. C'est surtout pour voir est-ce qu'il est à la hauteur de sa réputation, parce que Pandémie... c'est ça, on l'a déjà joué plusieurs fois, puis c'est le fun, mais tu sais, je capote pas, mais ça. En tout cas, les attentes sont hautes, disons. Puis tu sais, le système Legacy, c'est un système qu'on n'a pas encore essayé, je pense. On n'a pas aucun jeu Legacy qu'on a joué, donc ça va être le fun de l'essayer. Puis c'est un système aussi qui est de plus en plus en vogue, là, qu'on a cru remarquer, pas qu'on a cru remarquer, mais qu'on voit de plus en plus aller, puis il y a plusieurs... jeux qui utilisent ce système-là qui a l'air vraiment intéressant, donc hâte d'essayer ça aussi de mon côté.
Un autre petit jeu que j'ai reçu, en fait, c'est un data pack pour Android Netrunner. Encore là, c'est de tes parents que je pense pas que ça vient d'eux autres qui ont trouvé ça. Mais j'ai reçu le datapack What Lies Ahead, qui est un datapack de 60 cartes pour la corporation et les runners. Donc, je l'ai pas encore ouvert non plus. Peut-être faire un petit vidéo de déballage, je sais pas, je vais voir là, je sais pas pour ça sera pas très long si je le fais. Mais ça peut être intéressant de montrer les cartes qu'il y a dedans. Je sais pas encore, peut-être. Et j'ai vu aussi, en parlant de Legacy, j'ai vu qu'il y a une extension pour Android Netrunner qui va sortir en 2017, qui s'appelle Terminal Directive, qui va utiliser le style Legacy. Mais je pense que ça va nous intéresser, ce style de jeu-là. Sûr, là. Netrunner plus du système Legacy. Donc ça. Puis il disait que ça va être plus, pas nécessairement plus pour les joueurs qui ont juste le jeu de base, qui veulent agrémenter leur jeu de base, là, parce que il y a beaucoup de joueurs de Netrunner que là il y a juste beaucoup d'étapes tout ça, puis qui font plus, il y a des ligues de ça. Donc, je pense que ça va être intéressant, cette expansion-là. Ouais, pour nous, je pense que ça va être intéressant, parce que là, en tout cas, je révèle que c'est moi qui ai dit à mes parents de t'acheter ça. Et j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de voir lequel serait le plus intéressant, parce que je pense pas qu'on va toutes les acheter. Là. Le jeu de Netrunner, on le sort quand même assez régulièrement, mais on joue pas juste à ça. Puis, en tout cas, moi, je me vois pas vraiment faire des tournois de ça, là. Peut-être plus toi, mais je pense que c'est intéressant pour ceux qui veulent vraiment faire de la compétition de Netrunner, d'aller acheter tous les datapacks, mais je pense pas que ça va être notre cas, fait que cette expansion-là, c'est sûr qu'on va la surveiller. Ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu as reçu d'autre? Moi, j'ai reçu le jeu Lutèce, un jeu qu'on avait essayé à la revanche, puis on en avait déjà parlé dans le podcast, un petit jeu d'enchères qui peut se jouer à 2 joueurs, puis qu'on avait beaucoup aimé. On l'a pas encore déballé. Ça a comme pas donné dans le temps des fêtes de jouer avec nos familles. Là. Ça aurait pu être le fun. Ouais. Mais on en avait tellement essayé que c'est pas encore fait. Mais j'ai vraiment hâte d'y rejouer. Puis selon les sondages qui sont sur le site de Board Game Geek, il serait meilleur à 4. Donc j'aimerais ça qu'on puisse l'essayer à 4 la prochaine fois qu'on va jouer. Ouais, ça je pense que c'est un bon petit jeu. Justement, 4 coupes d'amis, là, un petit jeu assez simple, je pense que ça va être le fun. Ouais. Très cool, le petit jeu Lutèce. Moi aussi, j'avais déjà joué à 5 mois à Lutèce, puis j'avais bien aimé ça aussi. C'était vraiment le fun. Autre jeu que j'ai reçu est le premier de Marilou. C'est le jeu Codex, le Core 7. Très content de l'avoir reçu. Celui-là, j'ai déjà joué 5-6 parties depuis que je l'ai déballé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de déballage, si ça vous intéresse. Allez voir sur notre chaîne YouTube. Et donc, c'est ça, c'est un jeu pour 2 joueurs, mais qui peut jouer à plusieurs aussi. 2 joueurs, ça c'est pour le Core 7, mais qui peut jouer là, jusqu'à 5 là, si on ajoute, si on joue avec la version Deluxe ou si on ajoute d'autres paquets de cartes, le Starter Set, etc. Là, ça permet de jouer à plusieurs. Si vous connaissez pas, c'est un jeu de style Hearthstone, là, un jeu de tempo un peu où vous allez accumuler des cartes, pas accumuler des cartes, mais vous allez aller chercher des cartes dans une sélection de cartes qu'il appelle le Codex, qui va faire votre main, mais il faut tout le temps répondre un peu à ce que l'adversaire fait, puis vous pouvez mettre des cartes en défensive, des cartes que vous allez attaquer avec. Une carte qui attaque peut pas être en défensive, un peu. Donc il y a vraiment un beau concept intéressant, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis ça, il y a des extensions qui arrivent un peu de temps en temps. Mais c'est pas un collectible card game, là. C'est pas un jeu où tu achètes des paquets comme Magic puis tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, puis c'est pas un jeu non plus comme Netrunner que t'as des datapacks, tout ça. C'est vraiment un jeu qui vient avec les équipes, puis l'équipe a un nombre de cartes attribuées puis ça change jamais. Donc quand tu joues, tu peux choisir 3 héros qui a 3 sets de cartes associées puis ça finit là. Fait que tu peux mélanger les héros ensemble, mais il n'y a pas si, mettons, les 2 adversaires prennent le même héros, ben il va avoir les mêmes cartes disponibles. Donc, c'est ça un peu le concept de ce jeu-là. Donc, vraiment content d'avoir reçu. Codex, c'est sûr qu'on vous en reparler un peu plus en détail dans d'autres épisodes. C'est sûr qu'on va rejouer, j'espère qu'on va rejouer moi et Malou. Moi, j'ai joué avec un autre ami aussi à celui-là, à Codex, que lui, il a peut-être une trentaine de parties déjà à son actif. Donc,
Donc, très content d'avoir reçu Codex. Merci à toi. Un autre jeu que j'ai reçu, c'est For Sale, un jeu qu'on avait déjà essayé avec David Couteau, qui est le professeur Board Game sur YouTube. C'est un peu style Monopoly. On achète et on revend des maisons, mais comme David nous avait dit, c'est sans tous les désagréments du Monopoly. C'est-à-dire que ça se joue vraiment rapidement, puis c'est vraiment, vraiment plus le fun. Donc, c'est un jeu que je voulais parce que je me disais qu'on allait pouvoir jouer en famille, puis effectivement, on a réussi à jouer plusieurs parties là, durant le temps des fêtes avec beaucoup de gens différents. Dans la famille à Jean-Philippe, des oncles, des tantes, ses parents, puis tout ça. Puis ça a vraiment été facile de leur expliquer. Après une partie, tout le monde comprenait, puis on en a souvent fait plusieurs de fil parce que c'est rapide. Ça va vraiment vite, là, 15-20 minutes à peu près faire une partie. Donc, je suis bien contente. C'est vraiment un bel ajout à notre collection. Puis, je suis contente d'avoir eu la version française aussi parce que le graphisme des cartes est vraiment super beau. Puis, je suis bien contente aussi d'avoir pu y jouer pendant le temps des fêtes parce que malheureusement, c'est un jeu qui se joue pas à deux. Donc, je suis contente qu'on ait pu l'essayer plusieurs fois. Puis, on va pouvoir le ressortir là, dans des soirées à 3, 4, 5 joueurs, là, ça va être super. Ouais, c'est un excellent filler rapide, 15 minutes jouer une partie, puis même 5 minutes expliquer les règles, tout le monde comprend, là, je pense. Là. Ouais, vraiment le fun. Puis l'édition que Marie-Lou parlait, c'est l'édition de Yellow, dans le fond, qui est vraiment plus belle. Je sais pas c'est quoi l'édition en anglais, mais le graphisme était quand même moins beau. Là. C'était plus style cartoon, là, ouais. Celui-là c'est comme... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais plus de détails, plus de couleurs, vraiment attirant. Là. Ouais, ça fait vraiment... on est rendu en 2017, là, ça fait vraiment 2017. Ouais. Oh, un autre jeu que, encore là, Marie-Lou m'a donné et que j'ai beaucoup joué depuis, c'est Baseball Highlight 2045, un jeu pour 1 à 4 joueurs qui de la compagnie Eagle Gryphon Games. C'est un jeu de baseball, comme le nom le dit, un jeu de baseball où, c'est ça, on joue au baseball. On a des cartes, on gère notre main de cartes. Et il y a aussi un peu de deck building parce qu'après chaque partie, mini-partie qui appelle, on peut aller recruter une carte et ça va augmenter notre équipe, ça va améliorer notre équipe. Et il va falloir envoyer un joueur dans les ligues mineures parce qu'il faut toujours avoir 15 cartes dans nos mains. Puis à chaque partie, on a tout le temps 6 cartes, puis on va les jouer à tour de rôle, puis là, ça permet soit de frapper la balle, donc avancer sur les buts, ou de bloquer l'adversaire aussi, donc les cartes ont différentes habiletés. Il est vraiment très bien fait, puis là, j'ai trouvé sur Board Game Geek une solo campaign, donc solo saison, vraiment très le fun, qui a 4 équipes, puis ils sont quand même assez forts, les joueurs intelligence artificielle. Là. Jusqu'à maintenant, j'ai quasiment fini ma saison, mais je tire de l'arrière. Je pense que je ferai pas les séries. Malheureusement, je vais être obligé peut-être de faire une autre saison. Puis, je vous dirais, c'est pas si long que ça, faire une saison. Là. J'ai peut-être à peu près... je dirais que ça prend à peu près 3-4 heures, mettons, là, de jeu. Vous allez faire une saison. C'est quand même raisonnable. Là. Donc, ça peut se faire sur plusieurs jours. Puis, vous le sortez quand ça vous tente. Là. C'est vraiment très bien fait. Je vais mettre le lien là, d'ailleurs sur la page de l'épisode là, vers les règlements de ce jeu-là en solo. Vraiment très le fun. Puis d'ailleurs, là, j'ai tourné une vidéo de déballage, mais je ne l'ai pas encore mis en ligne. Donc ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui se retrouve dans ce jeu-là. Ouais, t'as pas juste joué en solo aussi, on a joué une partie ensemble. C'est vrai. J'ai aussi bien aimé le jeu. Là. C'est sûr que c'est un peu plus dur à comprendre qu'est-ce qui est écrit sur les cartes quand on connaît pas du tout le baseball, là, ce qui est mon cas. Mais je pense qu'après une couple de parties, là, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Là. Ouais. Mais j'ai bien aimé aussi. Là. Puis dans le fond, j'aime beaucoup la thématique aussi de baseball avec des joueurs qui sont des robots puis des joueurs qui sont des humains. Je trouve ça c'est un mélange. Puis il y a des cyborgs aussi, mi-robots, mi-humains. Donc, vraiment très le fun comme petit jeu, belle thématique. Puis si vous êtes amateur de baseball, c'est encore mieux parce que vous allez comprendre les règles. Si vous connaissez le baseball, vous allez comprendre comment le jeu joue un peu plus. Ça, c'est sûr que ça aide, mais je pense que moi, je l'avais essayé avec un ami qui ne connaissait pas le baseball du tout, là, puis
je pense qu'il y avait justement un des trucs dans les règlements que ça s'appelle walk. Walk, c'est un but sur balle. Quand tu as un but sur balle, tu avances d'un but, mais les autres joueurs n'avancent pas à moins d'être obligés d'avancer. Mais ça, c'est pas écrit nulle part. Faut comme tu connaisses le baseball pour le savoir. Tu sais que les autres joueurs avanceront pas tant qu'ils sont pas forcés à avancer. Non, donc, moi, j'aurais pas su non, ça. C'est ça. C'est vraiment... Si t'as joué au baseball, tu le sais. Mais donc, vraiment très cool, le baseball. Je suis vraiment... Ça, c'est le jeu que, on dirait, j'avais mis sur ma liste. J'étais là, j'espère qu'elle va me l'acheter. Très content. Ah, t'as été gentil cette année. Ouais, le Père Noël te l'a acheté. Oui. Moi, un autre jeu que j'ai reçu et que j'étais très contente aussi de recevoir, c'est Kingsburg. Un jeu de placement de dés qu'on avait joué plusieurs fois, là, soit avec des amis ou dans un café ludique aussi, on l'avait rejoué. Mais on l'avait pas acheté encore. C'est sûr que je trouvais qu'il était un peu dispendieux pour ce que c'était, puis j'avais pas le goût nécessairement de l'acheter, j'avais le goût de choisir autre chose. Fait que là, je l'avais mis sur ma liste de cadeaux de Noël et je suis bien contente de l'avoir eu. Je vais vous en parler plus en détail dans notre section d'expérience de jeu parce qu'on a joué plusieurs fois là, avec notre famille dans le temps des fêtes. Juste pour ajouter à ça, là, c'est moi qui te l'ai acheté. Et j'avais pas vu qu'il y avait une deuxième édition qui va sortir. Ça, je suis un peu déçu, mais parce que la deuxième édition comprend l'extension. Ah, ok. Je suis un peu déçu, mais en tout cas, il est fun pareil. C'est pas si grave que ça. Donc, c'est à mon tour de mon côté. Sight. Que encore le Marilou m'a acheté, puis elle me l'avait même caché à Noël. Là, elle l'avait en tout cas. J'ai tout essayé pour pas qu'il sache que j'avais acheté Sight, mais il le savait parce qu'à un moment donné, il a parlé puis il a vu ma face puis ça voulait tout dire, là, mais je l'ai caché jusqu'au dernier moment, là. Tu l'as même fait livrer chez tes parents. Ouais, j'ai tout essayé, mais non, tu le savais quand même, mais bon. Ben ouais, c'est ça. Donc, Sight, on y a joué une fois. Hier, donc moi j'ai vraiment bien aimé, là, c'est un jeu qui joue de 1 à 5 joueurs, je vais sûrement essayer le solo prochainement. Un jeu de Jamie Stegmaier qui a fait aussi Viticulture, donc c'est un autre jeu de lui que on ressent un peu, pas les... On voit qu'il y a un peu des caractères du même auteur, on voit que le jeu comme Viticulture, ça start tranquillement, puis à m'amener à la fin, là, bon, il y a des points qui se font. Puis je trouve qu'il y a le même un peu le même aspect dans Sight, là, dans la première partie qu'on a joué. Au début, c'est tranquille, tu fais tes affaires, tu développes tes choses, puis à m'amener, bang, 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 tout le monde place ses étoiles, puis ça va vite, là. Je trouve qu'il y avait un peu cet aspect-là dans le jeu, là, qui était similaire à Viticulture. On voit le trait de l'auteur, là. Donc, pour revenir au jeu, là, juste pour vous mettre un peu en contexte, là, Sight, c'est un jeu un peu contrôle de territoire, il y a des objectifs à atteindre, il y a un peu de développement de civilisation aussi dans ce jeu-là, puis c'est le joueur qui a le plus d'argent qui gagne à la fin de la partie. Il y a un moyen de multiplier ses points plus on a de popularité. Donc il y a vraiment plusieurs choses à gérer. J'ai vraiment bien aimé la première partie, mais ça prenait peut-être 5-10 minutes début de partie, quelques tours juste pour comprendre bon où est-ce que je m'en vais, quel objectif que je fais. Là. Je sais pas si tu as trouvé ça aussi. Là. Oui, moi ce que j'ai trouvé, c'est comme dans Viticulture, c'est de comprendre quelle action on doit faire, à quel moment pour pouvoir progresser. Là. Moi c'est ça que je trouve qui caractérise cet auteur-là. Dans Viticulture, on sait pas trop, est-ce qu'on doit commencer par planter des raisins ou faire d'autres choses, aller chercher un travailleur. On sait pas trop qu'est-ce qu'il va nous rapporter à long terme, puis j'ai eu un peu le même feeling. Mais après une partie, on dirait que je suis pas prête encore à dire c'est quoi mes impressions. C'était vraiment exploration et apprentissage du jeu, puis il y a des objectifs à faire. Moi, je m'étais vraiment concentrée sur ces objectifs, mais dans le fond, les objectifs, ça faisait que la partie se terminait. C'était pas nécessairement ça qui nous faisait faire le plus de points. C'est sûr que oui, ça rapporte des points d'en avoir fait, mais avoir su que ça allait se passer comme ça, je me serais peut-être moins concentrée là-dessus, puis juste essayer de aller maximiser ce que j'avais déjà sur le board. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment un très beau jeu, la qualité des composantes, c'est vraiment fou, puis les miniatures, puis surtout la thématique, là, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça, c'est vraiment spécial, là. C'est comme des peuples européens qui ont essayé de caractériser, donc
ce que j'ai joué hier, moi, c'était les Russes Viettes. Donc, c'était comme un mélange de Russes et de Vietnamiens ou Asiatiques, je sais pas trop, là. En tout cas, c'était une madame qui se promenait avec un tigre, là. Je comprends pas trop, mais je trouve ça spécial. Puis c'est vraiment beau. Ouais, non, vraiment beau. Puis ils disent dans le jeu, quand il y a des cartes Encounter, des rencontres qu'on fait, puis il y a tout le temps une carte, puis ils disent dans le jeu, montrez-la à tout le monde. Puis là, il y a 3 choses que tu peux faire, puis c'est vraiment en lien. Tu peux regarder le design de la carte, puis tu comprends vraiment. C'est vraiment le fun, ça. Tu rentres vraiment dans la thématique quand tu joues à ça. Là, c'est vraiment, vraiment très cool. On pourra en parler plus en détail dans un prochain certain. épisode après avoir joué quelques autres parties. C'est sûr qu'on un bon départ. Oui, un très bon départ. Donc, c'était pour ça. De mon côté, j'ai reçu un autre jeu qu'on avait déjà essayé dans le passé puis qu'on n'avait pas encore ajouté à notre collection. C'était un peu ça le but de mes cadeaux de Noël, là, des jeux qu'on connaissait mais qu'on s'était pas encore procuré. Donc j'ai reçu Elysium. On avait déjà joué une fois à la revanche puis on avait vraiment aimé ça. Puis moi, ça faisait vraiment longtemps qu'il me tapait dans l'œil là, dès qu'il était sorti. Je voulais l'avoir à cause de la thématique là, de mythologie grecque. Puis le design là, qui est vraiment super beau. On l'a pas encore déballé, on n'a pas eu le temps d'y jouer encore, là, mais je suis sûre que ça va venir assez vite, puis qu'on n'aura pas trop de misère à se remettre dedans. Là. Les règles étaient quand même assez simples, puis bien hâte de le ressortir. Ouais, moi aussi, j'ai bien hâte de le ressortir, ce petit jeu-là. Puis il me semble qu'il y a des extensions aussi pour ce jeu-là, pour acheter d'autres dieux, me semble. Peut-être. Ouais, de mémoire. De mon côté, un jeu que j'avais mis sur ma liste pour mes parents, là, je suis rendu tous les prochains jeux que je veux parler, en fait les 3 prochains, ce sont mes parents qui me les ont achetés. Premier, Caverna. Caverna, un jeu dont c'est une très bonne réputation, ce jeu-là, qui peut jouer de 1 à 7 joueurs, un jeu de Hugh Rosenberg, un auteur que j'apprécie beaucoup. Un jeu qu'on n'avait pas, je crois, parce qu'on avait Fears of War, puis on se disait, bon, on a celui-là, puis on jouera peut-être pas à Caverna. Puis je pense que quand on avait voulu acheter un jeu dans ce style-là, on s'était fait conseiller les deux, mais on s'était dit, bah, on s'était fait dire pour à 2 joueurs, ce serait peut-être mieux Fears of War. Mais on n'a pas encore essayé Caverna à 2 joueurs, là. Je l'ai essayé à 3 joueurs avec mes parents, oui. J'en ai joué, et c'est ma mère qui a gagné, c'est pas moi. Mais un jeu vraiment très le fun, Caverna, où on développe... On élève des animaux, des sangliers, des bœufs, des moutons. Et aussi, on a notre caverne qu'on développe. Donc, on peut mettre des habitations dedans des tuiles qui vont nous faire des points. Il y a aussi des ânes qu'on peut mettre dans notre caverne pour travailler dans les mines. Il y a vraiment plusieurs choses. Puis c'est un placement de travailleurs avec des cartes, avec des cases et des nouvelles cases sous forme de cartes qui s'ajoutent. Donc, on a une option supplémentaire à chaque tour d'action qu'on peut faire, vraiment là, très complet comme jeu, puis on sent que ça va être c'est toujours les jeux de Hugh Rosenberg, c'est toujours des jeux un peu style puzzle, que là tu te dis, bon, ok, je fais ça de même, y a-t-il une stratégie que je pourrais employer, mais c'est sûr que toujours les autres joueurs peuvent venir te bloquer. Il y a tout le temps, il y a tellement de rejouabilité dans ces jeux-là là, que moi j'adore vraiment ça, puis j'ai vraiment hâte d'y rejouer là, à Caverna. J'ai hâte de voir à 2 joueurs comment ça va tourner, là. Mais je pense que ça va être très bon aussi. J'ai vraiment hâte de l'essayer aussi, là. Je suis contente qu'on l'ait reçu. Tu, là, mais en tout cas... Et dans notre collection est pas mal commune. Ouais. Mais moi, j'étais pas là quand tu as joué avec tes parents, puis je me demandais... moi, ce qui m'attirait dans ce jeu-là versus Agricola, c'était l'aspect de la caverne là, qu'on explore, puis qu'on peut tomber sur des choses à ramasser. Là. Je me demandais, cet aspect-là, c'était-tu vraiment présent ou c'était plus de la gestion de ferme? Ben, en fait, dans la caverne, tu la développes. Il n'y a pas vraiment de... Ben, oui, tu peux ramasser des rubis. Puis il y a aussi... en fait, c'est que quand tu développes tes mines, il y a des cases que quand tu en as une, ben, ça te donne du rubis de plus ou ça te donne du minerai de plus. C'est un peu ça le principe. Mais moi, je trouvais ça vraiment intéressant de développer d'avoir 2 côtés à développer, pas juste une ferme. C'est sûr qu'on n'a jamais joué à Agricola, fait que c'est dur de comparer. Hein? On a joué à Agricola, la version pour 2 joueurs qui était vraiment juste développement de ferme. Bon, ça nous donne une petite idée. On sait qu'Agricola, c'est pas mal basé sur ça. Moi, vraiment,
je trouvais ça le fun d'avoir deux plateaux différents. Ça te permet de t'enligner, bon, les autres joueurs ont pris les actions pour développer la ferme, donc je vais y aller un peu plus vers la caverne, puis j'irai vers l'autre bord dans un autre tour. Parce qu'il faut quand même essayer de développer les deux, parce que on perd des points par case qui est vide. Comme un peu dans Patchwork où t'as pas rempli les cases. On voit, il y a des trucs de l'auteur qui reviennent dans plusieurs jeux. Donc, non, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai hâte qu'on y joue. Ça, c'est un jeu un peu plus long, mais quoi que ça nous avait pris... Ouais, ça nous a peut-être pris 2-3 heures quand même, là, à 3 joueurs. Ça, c'était la première partie, il fallait que je l'explique. Puis il y a beaucoup de choses à sortir. Juste l'installer, je pense que ça avait pris une demi-heure, 45 minutes, là. Moi, quand on a ouvert la boîte, j'ai été un peu découragée du nombre de composantes, là. C'est assez fou, là. C'est rempli jusqu'à ras-bord de sacs Ziploc, de toutes sortes de composantes en bois, là, différentes, là. Ça a l'air vraiment cool. Le prix, tu sais, on s'entend que c'est un jeu qui est cher, mais il y a de la matière dedans, là. Il y a du bois, il y a beaucoup de pièces, là. C'est ça qui est... T'en as pour ton argent, comme on dit. C'est pas mal ce qui fait le tour, je pense, pour Caverna. Je vais passer à un autre jeu que j'ai reçu. Et c'est aussi un jeu qu'on avait déjà joué dans le passé. C'est Biblios. Quand on a joué, on l'a sorti une fois dans le temps des fêtes, on s'est rendu compte que la première fois qu'on avait joué, il y avait des choses dans les règlements qui étaient pas pareilles, là, je sais pas pourquoi. Je sais pas. On a joué avec vraiment les règlements là, qui sont écrits dans le livret de règlement du jeu. Puis ça m'a vraiment fait penser à Arboretum, ce jeu-là. Dans le fond, on joue avec des cartes, puis à la fin, on score les points qui sont associés à ce type de carte-là. Il y a 4 couleurs différentes, je pense, dans le jeu. 5 couleurs. Donc, à la fin de la partie, les cartes des différentes couleurs peuvent valoir là, des valeurs différentes. Il y en a qui peuvent être plus payantes que d'autres. Puis celui qui va scorer les points de cette couleur-là, c'est celui qui en a gardé le plus dans ses mains à la fin de la partie. C'est un peu comme dans Arboretum. Là. Il faut avoir gardé des cartes de cette couleur-là dans ses mains pour pouvoir faire les points qui sont associés à ça. Donc c'est la similitude que j'ai vue là, entre ces deux jeux-là. C'est aussi le même nombre de joueurs, là, 2 à 4 joueurs, puis une durée pas mal ressemblante. Là. Donc j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus vu qu'on a juste joué une fois. Mais on pourra en reparler dans d'autres épisodes. Vraiment contente de l'avoir reçu. Je pense que ça va être facile à sortir comme Arboretum. Là. Cette petite différence au niveau des points, c'est que c'est un dé qui est sur la table, il y a des cartes qui permettent de changer la valeur du dé vers... Toutes les 5 couleurs commencent à 3 points. Puis après ça, on peut les influencer de 1, 2, 3. Puis après ça, lui qui a le plus à la fin, il fait les points qui est écrit sur le dé. Là. Fait que... Ouais, mais c'est pas un jeu de dé, par exemple. Non, c'est ça. Le dé est juste là pour indiquer c'est quoi la valeur. Mais moi, c'est ça que je trouve spécial avec ce jeu-là. On dirait que vu qu'il y a des dés dedans, tu penses que ça va être un jeu de dés, mais non. Les dés servent uniquement à garder en mémoire c'est quoi la valeur des cartes. Là. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Là. Mais des dés, c'est des très bons compteurs. Mais c'est ça, c'est des très beaux dés. Là. C'est juste qu'ils servent juste à ça. Donc, un autre jeu que moi j'avais demandé, Terra Mystica. Un jeu que je pense que c'est juste moi qui avais essayé l'année passée. Je pense que tu n'y as jamais joué, Marie-Lou, si je me trompe pas. Non, j'ai jamais joué. Et c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs où il y a un peu... ça va être flou, là, mon affaire, je vais dire ce que je me souviens. C'est contrôle de territoire, on se développe un réseau de bâtiments. Les personnages ont des pouvoirs différents. Il y a plusieurs stratégies qui sont possibles dans le jeu. On a un plateau de joueurs, il y a des pièces à placer sur la table. Je me souviens qu'il y a une espèce il y a 3 petits pots d'énergie qu'on déplace, nos runes d'énergie, si je me trompe pas, qui permet de faire nos actions, puis il y a une espèce de zone tampon, fait qu'on n'est pas tout le temps capable de faire ce qu'on veut faire. C'est ce que je me souviens du jeu, j'avais vraiment aimé ça, ce jeu-là, puis ça fait, comme je disais, ça fait 1 an qu'on y a joué. On l'a pas encore déballé parce que ça donnait pas nécessairement très bien dans le temps des fêtes. Là, j'ai réussi à sortir Caverna, puis lire les règles. Déjà bon. Fait que c'était déjà bon, là. Fait que, mais je pense que ça tardera pas non plus à ce qu'on sorte ce jeu-là. Là. Moi, j'avais vraiment beaucoup apprécié. C'est un jeu qui est quand même assez lourd aussi. Puis probablement peut-être une vidéo de déballage aussi pour ce jeu-là. J'aime ça faire ça. Puis je vous invite à aller voir sur notre YouTube si ça vous intéresse aussi.
Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour là, pour Terra Mystica, vu qu'on n'a pas rejoué. Là, on ne rentrera pas plus dans les détails. Je vais continuer avec un autre jeu qu'on n'a pas encore déballé, mais qu'on avait déjà joué aussi une fois. Le jeu, c'est Les Voyages de Marco Polo. Un jeu de placement de dés, ça c'est fun. On adore ça ici. Un jeu donc placement de dés, ça veut dire on va rouler des dés, puis avec le chiffre qui est indiqué dessus, on va pouvoir faire une action dépendant du chiffre correspondant sur le plateau de jeu, comme un placement de travailleur. Et on peut accumuler nos dés aussi. Puis je me semble qu'il y a certaines cases qu'il faut avoir plus haut que l'autre joueur, ou plus de dés. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, certaines cases comme ça dans le jeu. Il me semble que dans le fond, être sur une case, ça bloquait. Ouais, comme un placement de travail. On pouvait faire quelque chose là, pour essayer de pouvoir y aller quand même. Il y avait quelque chose comme ça. Ouais. Puis il y a plusieurs stratégies possibles dans ce jeu-là. On peut faire des voyages, il y a d'autres options aussi qu'on peut faire, si je me trompe pas. C'est un peu flou. Il me semble qu'on peut placer des maisons aussi, des habitations. Donc c'est un jeu, c'est ça, avec placement de travailleurs, fait toujours plusieurs options. On a des cartes d'objectifs aussi. C'est ce que je me souviens pas mal de Marco Polo, puis je pense on avait vraiment beaucoup apprécié. On l'avait jamais acheté, puis je l'avais mis sur ma liste vu que je savais que c'est un jeu que je pense que j'apprécierais beaucoup avoir dans ma collection, puis je savais qu'il se trouvait en français aussi, donc facile pour mes parents à trouver là, au Archambault, quelque chose comme ça. Donc vraiment très cool. Voyage de Marco Polo, j'irai pas plus loin là, pour celui-là. Puis, dans le fond, je pense que là, il n'y a pas beaucoup de jeux de placement de dés qu'on n'a pas, là. Ouais, je pense qu'il y en a plein d'autres encore, là. Sérieusement, on en a reçu peut-être 2-3, plus Cavern Tavern aussi, qui utilise cette mécanique-là. On est vraiment des gros fans, puis on est rendu avec beaucoup de jeux comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'adore vraiment cette mécanique-là. Donc moi je vais terminer mes cadeaux avec un jeu que Jean-Philippe m'a dit après Noël qu'il avait commandé pour moi mais que malheureusement n'a pas encore reçu. Et c'est vraiment plate. J'ai vraiment hâte de l'essayer, puis c'était le jeu que j'attendais le plus dans le fond pour Noël, et c'est Robinson Crusoe, la nouvelle édition. Parce qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie, puis là Jean-Philippe l'avait commandé sur un site internet, mais était comme en précommande, puis ils en ont pas eu assez pour remplir toutes les demandes. C'est ça. Donc il va falloir être patient, mais c'est pas grave, moi je veux juste pouvoir jouer à la nouvelle édition, donc ça me dérange pas d'attendre un peu pour l'avoir. C'est un jeu coop d'aventure, là, on en avait déjà parlé, je crois, qu'on a déjà joué une fois. Et dans le fond, il y a plusieurs scénarios possibles. Là, ça peut vraiment être différent de partie en partie. Donc, j'ai vraiment hâte de rejouer. Puis c'est un jeu qui est vraiment difficile. Là, c'est difficile de survivre. Donc, j'attends de le recevoir avec impatience pour pouvoir le rejouer. Bientôt. Là, j'ai peut-être probablement en février, je pense que c'est pas arrivé. Là, malheureusement, bon, on peut rien y faire. C'est déjà précommandé. Donc, c'est ça. Mon dernier cadeau que j'ai reçu, et celui-là, il était sur aucune liste, parce que dans le fond, j'avais demandé à mon frère aussi un jeu, mais j'avais fait une liste, je pense que c'était de Résistance Avalon puis Loup-Garou, des petits jeux là, pas trop chers. Finalement, il est arrivé avec Dungeon Fighter, un jeu qu'on n'avait pas sur ma liste, mais que agréablement surpris, parce que, bon, premièrement, c'est un jeu 1 à 6 joueurs, qui est un jeu de party un peu, mais en même temps que c'est pas juste du party, mais on a quand même du plaisir aussi. Il y a quand même un aspect on explore un donjon, il faut battre des monstres, mais de la façon qu'on les bat, il faut lancer des dés sur une cible. Mais là, il y a différentes façons de lancer les dés. Si on les lance, on peut par exemple le lancer par en dessous de notre jambe, par en arrière, les yeux fermés. Il y a genre toutes sortes de façons. Des fois, si on réussit à notre lancer, ça multiplie, ça nous donne plus de dégâts, etc. Là, il y a plusieurs façons. Donc, vraiment très cool. On a joué, deux fois consécutives, justement à 5 joueurs. On a vraiment beaucoup de fun, puis on n'a pas réussi à gagner les 2 parties qu'on a fait. C'était pas toujours évident là, de réussir à lancer le dé sur la cible. On pense que ça va être facile, mais finalement, pas tout le temps.
Puis certains, justement, des monstres comme le cochon graisseux qui était pas facile. Il fallait lancer le dé, je pense, avec notre nez ou quelque chose comme ça, je me souviens plus, mais c'est pas toujours évident. Même s'il y avait pas beaucoup de points de vie, il était très, très difficile. Ouais. Donc, ouais. Un jeu d'adresse vraiment bien fait, là. J'ai été impressionnée de... Ben, moi, quand j'ai vu la boîte, je savais même pas que c'était un jeu d'adresse, là. Je pensais que c'était un jeu d'exploration de donjons. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'il fallait lancer les dés. J'ai comme, ben, c'est le fun. On n'avait pas ça dans notre collection du tout, là, de jeux d'adresse. Mais de la façon qui est faite, t'as vraiment l'impression d'explorer un donjon. Puis il y a comme différents monstres à battre. Puis les composantes, c'est vraiment spécial, là. Il y a une espèce de tour pour pouvoir mettre des piles de cartes dedans. C'est vraiment beau, là. Vraiment impressionné, là, sérieusement. Très beau jeu. Ouais, très content d'avoir reçu ça. Puis comme Marie-Lou disait, on n'avait pas de jeu dextérité d'adresse dans notre collection. Fait que ça a duré à peu près 45-60 minutes une partie. Ouais, c'est quand même raisonnable. Là. Donc vraiment très cool. Dungeon Fighter. Et ça fait le tour des cadeaux qu'on a reçus à Noël. Très peu. Donc on va passer à la suite de l'émission. Mais avant, j'aimerais ça vous dire comment on peut nous rejoindre. Donc, plusieurs façons. Vous pouvez aller directement sur Facebook à Board Game Québec, sur Instagram à Board Game QC. Il y a aussi une multitude de façons d'écouter le podcast, soit via iTunes, Google Play Music, Stitcher, sur Pod Québec. J'ai oublié RZO. Il y a aussi sur YouTube que j'ai mis quelques vidéos avec une image, donc seulement en version audio aussi. Donc plusieurs façons de nous écouter. Vous pouvez aussi nous écrire là, directement sur notre site web dans la section Contactez-nous si vous avez des questions pour nous. Donc ce sont les façons de nous rejoindre et on poursuit l'émission avec nos expériences de jeu. Oui, donc comme on a dit au début de l'épisode, nos expériences de jeu, c'était beaucoup avec notre famille durant le temps des fêtes. Donc on a réussi là à jouer à des jeux qu'on pouvait pas nécessairement jouer à deux ou des choses comme ça. Donc le premier jeu que j'ai à vous présenter, c'est Bonanza. C'est un jeu qui peut se jouer à deux, mais qui est vraiment à son meilleur là à partir de 3 joueurs. Là. La version à 2 joueurs, c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment le même feeling que dans la version à plus de joueurs. Le maximum, c'est 7 joueurs. C'est sorti en 1997. Un jeu de Hugh Rosenberg. Et c'est un jeu dans lequel on plante des bines. On a des cartes avec différentes sortes de bines à planter et à récolter pour faire de l'argent. Et le gagnant, c'est celui qui a le plus d'argent à la fin de la partie. Donc, on pige les cartes et on doit les planter dans l'ordre dans lequel on les a pigées. Et on a juste 2 champs dans lesquels on peut planter nos bines. Donc, ce qu'il faut gérer, c'est quelle sorte de bines on a dans nos champs. Il faut mettre les cartes pareilles ensemble. On peut pas planter des cartes différentes là, sur un champ qui est déjà occupé. Si on est obligé de planter une carte qui est différente, ben il faut déplanter ou récolter nos bines. Et dans le fond, il faut en avoir le plus possible de la même sorte pour faire plus d'argent. Donc, si on est obligé de déplanter des bines qu'on pensait en avoir plus, ben c'est plate. Donc, comment on fait pour se débarrasser des cartes qu'on veut pas? C'est qu'on fait des échanges avec les autres joueurs. Puis c'est ça qui fait tout le plaisir du jeu. Essayer de faire des échanges avec d'autres joueurs en essayant de les avantager le moins possible pour pouvoir faire le plus d'argent à la fin. Puis, on peut essayer aussi de les flouer, ce qui est quand même assez drôle. On peut aussi vouloir simplement leur donner des cartes pour s'en débarrasser, parce que sinon, ça nous oblige à déplanter des bines qu'on voudrait garder pour plus tard. Il y a des bines qui sont plus rares que d'autres, qui sont plus payantes. Donc, on essaye de garder les sortes qui sont les plus payantes puis de donner les sortes moins payantes à d'autres, mais il faut faire attention de pas trop en donner à la même personne parce que les cartes qui sont moins payantes, si la personne en a beaucoup, ben ça va être payant pour elle. Donc, c'est ça, il faut regarder vraiment qu'est-ce que tout le monde a de planté dans ses champs, faire des échanges,
Puis j'ai vraiment adoré ce jeu-là. On l'a joué beaucoup et on a réussi, je pense, à le jouer à 7 joueurs. Oui, c'est vrai. Oui, on a joué à 7 joueurs. Oui, puis il était bon à pas mal n'importe quel nombre de joueurs. C'est sûr que j'ai trouvé que c'était un petit peu plus long à comme 3-4 personnes qu'à 7, là. Je sais pas pourquoi. Ça m'a paru plus long, là, je sais pas. À 4, ça a été vraiment plus long. Ouais. Mais en tout cas, vraiment eu une belle expérience avec ce jeu-là. Je suis vraiment très, très, très contente de l'avoir acheté. On l'avait acheté avant le temps des fêtes en se disant on va pouvoir l'essayer avec beaucoup de monde. Puis si on est beaucoup de monde à une soirée, ben ça permet de jouer à beaucoup. J'ai vraiment aimé ça. Toi, je sais pas, c'est quoi ton appréciation? Moi, j'ai adoré ça. J'adore l'aspect d'essayer de flouer les autres joueurs. C'est ce que j'essayais de faire avec les nouveaux joueurs, leur apprendre à la dure comment jouer. Puis finalement, ça servirait souvent contre moi parce que je pense que je gagne pas souvent à ce jeu-là. Au final, parce que plus personne veut faire des échanges avec moi. J'ai été trop agressif au début, puis ils sont sentis bernés. Donc, c'est peut-être pas la meilleure façon de jouer, mais bon, j'ai bien du plaisir, là. Je pense que c'est ça le but principal du jeu, là. C'est le fun d'essayer de faire des échanges, puis de dire, j'aurais ça, j'aurais tel... Puis en passant aussi, l'aspect le fun du jeu, c'est le nom des bins, là. C'est quand même très cool, ça. Puis, tu sais, pour la version française, ils ont quand même trouvé des noms, en tout cas, qui nous rappellent de quoi pour ici. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça donne dans la version anglaise, là. J'en ai aucune idée, je sais pas, mais les jeux de mots sont très le fun. Donc, vraiment, j'aime vraiment ce jeu-là, mais comme Marie-Lou disait, là, à 2 joueurs, quand on l'a essayé la première fois à 2 joueurs, on était là, pas sûr, hein? Mais on savait que c'était à partir de 3 qui était le fun, ça. là. Puis aussi, dans le jeu qu'on a acheté, nous, on a la version Bonanza Plus, donc on a des expansions qui sont incluses dans le jeu, mais on les a pas encore essayées. On s'en est tenu au jeu de base, là, pour l'instant, mais maintenant qu'on le maîtrise bien, on va pouvoir passer bientôt à l'expansion. Puis ça ajoute, je pense, des espèces de missions à faire, des commandes, c'est ça. Et que ça a l'air vraiment intéressant, bien hâte d'essayer ça, mais vraiment, vraiment très, très, très contente d'avoir ce jeu-là dans ma collection. Je pourrais jouer n'importe quand, puis c'est un des rares jeux que ça me dérange pas de perdre. Parce que c'est juste le fun de faire les échanges, puis même si je gagne pas la partie en fin de compte, ben des fois je peux être contente d'avoir réussi à faire un échange que je pensais pas que la personne elle allait accepter, mais elle a dit oui, fait que là je me dis j'ai réussi. Fait que vraiment aimé ça. Ouais, juste pour préciser, on a joué dans le fond avec les cartes de bin de l'extension, mais pas les cartes commandes. C'est la seule affaire qu'on n'a pas joué. Très cool ça, Bonanza. Et donc, de mon côté, première expérience de jeu, le jeu Cavern Tavern, qui est un jeu qu'on avait supporté sur Kickstarter il y a déjà peut-être une dizaine de mois. Et qui est un jeu pour un 6 joueurs, sorti en 2016 sur le Kickstarter, mais qui va sortir en magasin cette année en 2017. Et si ça vous intéresse de voir le contenu, j'ai fait une vidéo de démarrage aussi pour celui-là. Et donc, un peu le fonctionnement du jeu, c'est un jeu de placement de dés, comme je le disais tantôt, une mécanique que j'apprécie beaucoup. Puis c'était un des jeux là, que j'avais supporté, que j'attendais le plus avec impatience. Et c'est un jeu qu'on est... des serveurs qui doivent réaliser, des employés dans une taverne qui doivent soit réaliser des commandes, donc apporter des commandes aux clients qui sont assis à des tables. Les clients, ça peut être des elfes, d'autres créatures. Des espèces de trolls. Des trolls, plusieurs créatures. Ensuite, on peut aussi faire des tâches ménagères et aussi on peut faire des tâches en cuisine. Toutes ces tâches-là, les commandes, ça nous rapporte des points de victoire qui sont cumulés sur le plateau de jeu. Et pour la cuisine, donc on va aller chercher des ingrédients avec nos dés de valeur 1 à 6. On peut additionner nos dés, on lance 4 dés si je me trompe pas, je pense que chacun a 4 dés. Il me semble que c'est ça, 4 dés. Et non, c'est 3D. 3D, 3D, oui, c'est ça. 3D parce que la valeur maximum qu'on peut atteindre, c'est 18. Et ça, c'est une des tâches ménagères qu'on peut faire. Et aussi, il y a un dé blanc pour le joueur qui tire de l'arrière dans la partie. Ça, c'est quand même très bien parce que la première partie qu'on a jouée, ma mère a réussi à remporter. Puis elle tirait derrière toute la partie. Puis à la fin, bang! Elle avait tout le temps le dé blanc. Puis elle a réussi à se refaire puis à faire des commandes. Ouais, c'est fun. Ça fait que les parties sont plus serrées. Ouais, c'est ça. Donc, pour revenir au jeu, il y a aussi des items qu'on peut aller chercher
Et il y a aussi Nasty the Dwarf, que lui, on peut aller le voir et parler dans le dos des autres joueurs. Puis là, ça diminue la réputation parce qu'il y a un système de réputation dans le jeu au niveau des tâches ménagères, des tâches en cuisine et de justement la réputation envers le patron qui est Nasty the Dwarf. Et moins on a de réputation envers lui, plus on perd des points en fin de partie. Puis aussi des fois qu'il nous donne des tâches qu'on est obligé de faire, puis on peut plus faire les autres tâches. Des fois, c'est vraiment frustrant, ces tâches-là. Donc, vraiment un concept assez intéressant. Comme je le disais, là, c'est un jeu de placement de dés. Il y a plusieurs cases qu'on peut aller faire nos actions. Je trouvais qu'il était vraiment très bien fait là, au niveau de... Il y a une petite carte de mémoire qui dit avec tel chiffre, tu peux aller chercher telle affaire. Fait que si tu additionnes tes dés, tu peux faire tel ingrédient, puis là, ça va te permettre d'aller faire ta commande plus tard. Il y a aussi, si on va dans les tâches ménagères et la cuisine, on n'aura pas le choix d'additionner les dés, ça commence à 7, puis ça va jusqu'à 18, là, les valeurs, mais ça va nous donner plus de bonus aussi, puis plus de points, ça nous donne des points. Fait ça donne des ingrédients en même temps aussi, fait qu'on n'est pas trop perdant pour faire les commandes. Non, c'est ça. Fait que, il y a vraiment plusieurs possibilités dans le jeu, là. La première partie, je pense que tout le monde s'est dirigé à faire des commandes, on essaie de plus de faire des commandes. Deuxième partie, c'est moi qui ai gagné, puis je suis allé plus dans les tâches ménagères, puis j'avais une carte, ce que j'ai oublié de dire, chacun une carte objectif en début de partie, donc ça dirige un peu, et moi c'était, je faisais 3 points par réputation que j'avais dans mes tâches ménagères, fait que je suis allé tout le temps le plus possible dans mes tâches ménagères, puis ça m'a porté fruit à la fin de la partie là, de faire ça, puis j'ai fait moins de commandes un peu que les autres joueurs. Donc, c'est pas juste se concentrer là-dessus, même si on pense à la base que c'est ça qu'il faut faire. Là. C'est ça qui est le fun dans le jeu, je trouvais, là, de cet aspect-là. Mais je vais y revenir un peu tantôt. Si je parle de la qualité des composantes, là, les dés sont vraiment magnifiques, là, les dés incrustés. Mais par contre, petit bémol, peut-être que le 2 et le 5, des fois, ça ressemble un peu. Je pense que mon père s'est mêlé à quelques reprises. C'est des numéros stylisés, peut-être un peu trop. Là. Ouais, peut-être un peu trop, mais ils sont super beaux, puis ça, c'était exclusif au Kickstarter, donc ça, c'est quand même le fun. Et les cartes, super bonne qualité aussi. Le artwork est vraiment super beau, là. Le design est vraiment très beau de ce jeu-là, très attrayant, là, les cartes et tout. Et aussi, les plateaux de joueurs sont vraiment aussi bien faits, là. On a 2 côtés avec 2 artworks différents, donc très beau ce jeu-là. Au niveau de mon appréciation générale, je suis vraiment très content du jeu en général. Comme je disais, il y a plusieurs stratégies possibles. Le concept de Nasty the Dwarf, c'est vraiment très intéressant aussi là, de pouvoir nuire aux autres. La deuxième partie, je pense qu'on s'en est rendu compte. Puis ma mère, elle essayait souvent d'aller nuire aux autres parce qu'elle s'attendait en arrière, mais finalement... elle avait souvent le dé blanc, fait qu'elle pouvait y aller plus facilement. Ouais, aussi, c'est vrai. Ouais. Comme on disait aussi, ça peut jouer en famille très bien. Ils ont vraiment très bien compris rapidement. Ouais, ils ont aimé aussi, je pense, beaucoup le jeu. Là. Ils ont voulu jouer plusieurs fois. En fait, on a joué une première partie, puis le lendemain, ils disaient « Ah, on a rejoué à ça? Ouais. » oui, on a joué certains. Seul petit bémol, puis je pense peut-être que ça va se régler avec l'extension. Je trouvais qu'il y avait un peu de manque au niveau de modification de dés. On pouvait pas, tu sais, souvent les jeux de placement de dés, il y a souvent des tuiles faciles à aller chercher qui permettent de modifier nos dés. Là, il fallait soit augmenter notre réputation dans les tâches ménagères, puis ça nous permettait que si on faisait une autre tâche ménagère de modifier de plus 1 moins 1. Ouais, c'était vraiment dur d'aller chercher ça. C'est ça, ouais. Fait que, puis j'ai vu dans l'extension qu'il y a des tuiles plus 1 moins 1 de modificateurs de dés. Fait que j'ai hâte de voir ça. C'était peut-être mon seul bémol là, que j'avais pour l'instant. Puis, je me questionnais aussi au niveau aller chercher des items. Ça prenait quand même beaucoup de dés, puis les items ne donnaient pas nécessairement des très bons avantages. Oui et non, mais c'était assez... Je sais pas si ça rapportait assez d'y aller, ou c'était mieux d'aller chercher d'autres ingrédients pour faire des commandes à la place. Pour moi, ça a été quand même avantageux parce que j'avais une carte de... un personnage, là, on a tout un personnage qui nous donne un avantage particulier, puis moi mon avantage c'était de pouvoir choisir, là, je pense que j'en pigeais plus, puis je pouvais en choisir une, j'en pigeais 3, je pouvais en choisir une, j'en pigeais 3, je pouvais en choisir une autre, là. Donc ça permettait d'aller chercher des items qui allaient vraiment être utiles pour moi. Mais il y en avait quand même que j'avais pris puis que j'ai jamais utilisé parce que la situation s'est pas présentée là. Fait qu'ils sont quand même assez spécifiques les items, puis si on tombe pas sur qu'est-ce qu'on a besoin, c'est sûr que c'est moins avantageux là.
Ils ont comme fait cette case-là pour te débarrasser, parce que tu peux mettre n'importe quel chiffre, mais au final, t'es quasiment mieux d'aller chercher des ingrédients, parce qu'au pire, tu vas faire d'autres commandes, puis tu sais, je sais pas. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était pas très utile. C'est ça. En tout cas, c'est peut-être le petit point, mais au pire, t'es pas obligé d'y aller non plus. C'est pas une case qui est nécessaire, donc c'est pas si grave. Tu sais pas quoi faire avec ton dé. Ouais, je pense que c'est plus, ça sert un peu plus à ça, parce que souvent dans les jeux de placement de dés, il y a tout le temps une place que tu peux aller quand tu sais pas quoi faire. Là, c'est là. Et overall, je pense avec 2 parties, tout ça, pour l'instant, je mets un 8 sur 10. Là. Pour moi, là, je trouve que c'est un très bon jeu. Là. Je l'ai ranké comme ça sur Board Game Geek. Là. Pour le moment, peut-être que ça va changer, mais ouais. Pas Ben, il a répondu à mes attentes, mais les petits bémols peut-être qui vont s'ajouter avec l'extension. J'ai hâte de voir pour les autres parties. Donc, ça fait le tour pour Cavern Tavern. Et moi, comme j'ai dit tantôt, ben, je vous parle de notre expérience de jeu avec Kingsburg, un autre jeu de placement de dés qu'on a joué beaucoup dans le temps des fêtes avec nos familles. Pour 2 à 5 joueurs, sorti en 2007, le but c'est de faire le plus de points à la fin de la partie. On lance nos dés et on peut les placer sur différents personnages qui sont sur le plateau du jeu pour les influencer. Puis, dans le fond, ces personnages-là nous donnent différents avantages. Pour faire des points, les options possibles, c'est soit de construire des bâtiments avec des ressources. Donc, on a des personnages qui vont nous donner des ressources, de l'or, de la pierre ou du bois pour pouvoir construire nos bâtiments. On peut aussi gagner des combats. Le jeu se joue en années. Dans le fond, il y a 5 années dans le jeu. Puis à la fin de chaque année, il y a une espèce de monstre qui nous attaque. Puis il faut réussir à se défendre contre ce monstre-là. Puis il y a des personnages sur plateau qui vont nous donner des points de défense contre le monstre. On peut aller en chercher là. Puis si on gagne le combat, on va avoir un bonus là, qui est écrit sur la carte. Si on a réussi à battre le monstre. Puis aussi, si on est le joueur qui s'est le mieux défendu contre le monstre, il y a encore des points bonus. Donc, on peut faire quand même plusieurs points si on réussit à gagner tous les combats. Puis, il y a aussi certains personnages sur le plateau de jeu qui nous donnent directement des points de victoire. Puis, pour les personnages aussi, ce qui est intéressant, c'est que il y en a qui sont vraiment avantageux. Si on réussit à avoir des gros résultats sur nos dés, là, les 3 personnages avec les dés les plus élevés, ils donnent des ressources, des points, des points de défense contre les monstres, là, sont vraiment payants ceux-là. Mais on peut aussi décider de prendre nos dés puis de les mettre comme les séparer pour les mettre sur plusieurs personnages puis aussi avoir une combinaison d'effets intéressants. Mais les autres joueurs peuvent nous bloquer dans ce jeu-là, puis il n'y a pas beaucoup de façons d'aller mettre un dé sur un espace déjà bloqué. Là. Je pense qu'il y a juste un bâtiment dans le jeu qui permet de faire ça. Donc c'est quand même assez rare là, de pouvoir le faire. Par contre, il y a des tuiles modificatrices de dés là, qui font faire plus 2. Donc on peut faire des plus 2, puis on peut combiner les dés comme on veut. Là. On peut décider de les jouer seuls ou de les jouer en combinaison ensemble pour faire un plus gros chiffre, d'ajouter un plus 2. Il y a aussi un bâtiment dans le jeu qui permet de faire plus 1, moins 1 sur nos dés une fois par saison où on place des dés. Donc, plusieurs options pour modifier le total de nos dés. Puis c'est quand même rare qu'on se retrouve avec un dé qu'on peut pas placer, mais ça arrive. Puis, je pense que les joueurs avec qui on a joué ont beaucoup aimé, là. C'était mes parents et tes parents, puis ça a vraiment bien été pour leur expliquer, ils ont tout compris. Je pensais pas que ça allait être aussi familial que ça, ce jeu-là. Il y a juste les combats que dans une partie qu'on a joué, là, ça a été moins bien compris, là. Faudrait peut-être la prochaine fois mieux l'expliquer. Parce que les combats, ça arrivait souvent qu'on les a perdus puis que ça nuit à tout le monde. Là. Si on perd le combat, il y a une pénalité qui s'applique, puis ça peut être de détruire un bâtiment. Puis les bâtiments sont vraiment importants dans le jeu, donc on veut pas que ça nous arrive. Donc c'est pas mal ça. Moi, je suis vraiment contente de l'avoir ajouté à notre collection. Là. C'est un jeu que ça faisait longtemps que je voulais, qu'on avait joué, qu'on avait aimé, mais on l'avait pas encore acheté. Puis là, ben, on l'a eu en cadeau, donc très contente. Ouais, non, c'est vraiment très le fun, Kingsburg. Puis moi aussi, je pensais pas que ça allait être aussi familial, mais en même temps, c'est pas si compliqué que ça. Tu sais, tu dis au monde, brasse tes dés, puis t'as des chiffres sur le plateau, puis tu peux aller là. Puis s'il y a quelqu'un, ben tu peux pas y aller. Fait que ça finit pas mal là.
Puis c'est ça, peut-être au niveau, c'est comme on disait, là, les monstres, c'est peut-être pas évident la première partie à comprendre qu'est-ce qu'ils font. Là. Ouais. Mais sinon, c'est quand même très bon jeu familial. Ouais. Puis une autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est que le graphisme du jeu est vraiment, vraiment beau. Là. Les personnages sont beaux, toutes les composantes sont vraiment d'une très bonne qualité. Là, donc, vraiment très contente d'avoir reçu Kingsburg. Merci. Ça fait plaisir. De mon côté, une autre expérience de jeu, c'est le jeu Mafia de Cuba. Un jeu que j'ai gagné en fait dans un concours et qui, ça fait déjà quelques mois et qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de sortir parce que c'est quand même un jeu de 6 à 12 joueurs et on s'était promis là, de le sortir là, pour les fêtes 2016. Donc le jeu Mafia de Cuba, sorti en 2015. Le fonctionnement du jeu est assez simple, un joueur incarne le parrain. Et les autres joueurs on va passer une boîte avec des diamants dedans et avec aussi des rôles qui diffèrent et qui chacun va soit prendre un rôle ou des diamants. Et là, lorsque la boîte revient au parrain, lui regarde qu'est-ce qui reste dans sa boîte, il se rend compte que 10 diamants ont été volés, il faut qu'il retrouve. Donc il faut qu'il interroge les autres joueurs, bon, combien il y avait de diamants, Il y a des rôles qui sont des alliés du parrain, donc eux autres, ils font qu'ils tentent de dire qu'il faut qu'ils disent la vérité au parrain pour qu'il se rende compte. Par exemple, un joueur, tu poses une question à un joueur, il dit il y avait 8 diamants, puis l'autre après, il dit qu'il y en avait 10, ben là tu sais qu'il y en a 2 qui se sont passés à quelque part, il y a quelqu'un qui en a volé 2, mais en fait, l'inverse. Là. Et donc, c'est un peu comme ça que ça se joue. Il y a aussi des rôles, il y a un agent de la CIA que si lui, on l'accuse, on lui dit je t'accuse de mon médiamant, finalement, lui, c'est un agent de la CIA, ben c'est lui qui gagne. Donc, il y a ce rôle-là aussi qui est intéressant. Il y a aussi il y a un rôle de chauffeur qui, lui, va gagner si le joueur à sa droite gagne. Donc, si vous êtes assis à la droite du parrain, il faut essayer de gagner le parrain. Mais si vous êtes à droite du joueur de la CIA, ben, vous êtes le chauffeur de l'inspecteur de la CIA. Puis moi, j'ai gagné une partie comme ça. en sachant que ça allait me faire gagner si j'étais du côté du joueur de la CIA. Donc, c'est assez intéressant comme petit jeu de party qui se joue à peu près en 15 à 30 minutes, là. Puis au niveau de la qualité des composants, c'est quand même assez bien. Les diamants puis les rôles, c'est des jetons de poker, donc ça se prend quand même assez bien puis ça se dissimule bien aussi parce que faut pas voir ce que les joueurs prennent, sinon ça va être trop facile. Puis non, ça, la boîte est assez bien faite aussi, elle s'ouvre bien puis on peut aller quand même bien se cacher sur qu'est-ce qu'on prend. Je pense que c'est l'essentiel du jeu, comme je disais. Puis ça, j'ai trouvé que c'était quand même un bon jeu de party, mais des fois le temps de que tout le monde prenne quelque chose, ben c'est plus long que l'investigation du parrain. Donc, peut-être, je sais pas. Il y a peut-être cet aspect-là qui est un petit peu manquant dans le jeu, mais c'est quand même le fun. Puis ça, être le parrain, je pense que c'est plus le fun qu'être les autres joueurs, mais on peut quand même tenter des choses, mais dès qu'on a passé... Tu sais, ça veut pas dire qu'on va se faire poser des questions par le parrain dans le jeu. Donc, ça se peut qu'on parle pas bien dans une des parties. Je sais pas comment t'as trouvé ton expérience, toi, Marie-Lou? Moi, j'ai bien aimé aussi, mais je suis pas sûre d'avoir encore compris toute la stratégie là, d'essayer de savoir c'est qui m'a volé les diamants. C'est quand même difficile. Là. Ouais. Puis aussi de savoir quoi répondre quand on se fait poser une question pour essayer de mettons qu'on a volé des diamants, on va essayer de faire penser que c'est l'autre à côté qui les a volés et pas nous, là. Fait que moi, en tout cas, c'est un peu difficile pour moi à comprendre, même si on a joué plusieurs parties, mais je pense que quand je vais être plus expérimentée avec le jeu, je vais beaucoup apprécier, mais je sais qu'il y a une expansion qui existe, là, pour ajouter des rôles dans le jeu, là, puis d'autres affaires, puis je pense qu'on va peut-être aller se la procurer quand même rapidement parce que avec les rôles qu'il y avait dans la boîte là, du jeu de base, j'ai l'impression qu'on fait le tour vite. Là. Ouais, c'est vrai. Puis c'est ça, moi je l'ai mis pour l'instant un 6 sur 10, c'est un jeu que je vais être de temps en temps le goût d'y jouer, mais pas plus que ça. Là, je sortirai pas très souvent non plus. Là. Même en partie, je pense qu'il y a un jeu comme Codename va passer avant que ce jeu-là. Là. Pour ma part. Ben, c'est parce que c'est dur. C'est pas le même style. C'est un peu plus dur là, à comprendre, expliquer. Tu sais, faut vraiment avoir joué une partie pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Même plus qu'une des fois, au moins avoir joué les deux rôles. Fait que, c'est ça.
Donc ça fait le tour pour le jeu Mafia de Cuba. Et je vais juste terminer avec une petite mise au point sur Viticulture Essential Edition qu'on a essayé avec mes parents et j'étais très déçu, ils n'ont pas vraiment apprécié le jeu. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a trop de... c'est trop dépendant avec les cartes du langage, avec l'anglais, puis les symboles, puis tout ça, puis de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand même, ma mère m'a dit par après. Le soir même, elle m'a dit non, c'est plate, ça, j'aime pas ça. Mon père aussi, je mets dit un 3, mais en tout cas. Puis finalement, la mère est revenue. Non, j'ai repensé, peut-être que ça serait pas si. En tout cas, elle serait quand même enclin à y rejouer. Fait que c'est la petite mise au point que je voulais faire sur Viticulture. Essayer avec des parents, qu'est-ce que ça donne. ça a peut-être moins passé un peu, mais bon. C'est des choses qui arrivent. Et ça fait le tour aussi là, pour nos expériences de jeu pour cet épisode-ci. Pour le projet québécois de cette semaine, je voulais vous parler des Journées ludiques de Québec qui c'est pas juste un événement qui a lieu à chaque année, mais c'est aussi un organisme à but non lucratif qui organise aussi d'autres événements au cours de l'année. Qui, par ailleurs, sont les lundis à la Korigane. Donc, chaque premier lundi du mois, là, si vous êtes à Québec, à la Korigane, là, qui est sur coin Saint-Joseph et Dorchester, si je me trompe pas, qui est une espèce de micro... Ben, c'est pas une microbrasserie, mais c'est un... Ils ont de la bière de microbrasserie, ils ont de la bonne bière, là. C'est une belle petite place. Ils font leur bière. Ils font leur bière aussi, ok. Et donc, vous pouvez aller jouer là, c'est le lundi, premier lundi du mois, je pense à partir de 5h, 5-6h, quelque chose comme ça, organisé par les Journées ludiques de Québec. Et ils ont aussi des événements un peu plus familiales, découvertes, les vendredis, là ça va être le premier vendredi du mois, à la bibliothèque Monique Corriveau. Donc, ils ont tout une thématique, par exemple, jeux de pirates. Donc, vous allez découvrir des jeux de pirates, des trucs comme ça. C'est un peu plus familial. On n'est pas encore allé à ces événements-là parce que j'ai souvent, moi, du hockey les vendredis soirs. Donc, c'est plus difficile pour moi d'aller voir là. Mais je voulais quand même vous en parler. Qu'est-ce qu'ils font, les Journées ludiques de Québec? Et il y a aussi la fin de semaine des Journées ludiques là, qu'on est allé l'année passée, là, c'était au mois de mai, et là j'ai vu passer sur leur site qu'ils sont à la recherche de personnes là, pour aider à l'organisation. Donc je vais mettre le lien là, sur la page de l'émission là, sur comment aller si vous êtes intéressé d'aider ce groupe-là à organiser les Journées ludiques de Québec. Et finalement, ils ont aussi, lors de ces événements-là, ils ont le plateau d'or, des prix qu'ils remettent à des jeux en prototype, des jeux québécois. Et d'ailleurs, il y a le jeu Vikingar là, qu'on a essayé il n'y a pas longtemps, qui a remporté l'année passée le prix du public. Ça, on va vous en reparler un peu plus de ce jeu-là. On va sûrement aussi, il va y avoir d'autres contenus par rapport à Vikingar puis l'équipe de Jack Bro. Et aussi d'autres jeux là, qui ont remporté ces plateaux d'or-là. En 2015, le prix du jury Planétarium, un jeu qu'on attend. Puis il y a aussi Gaïa là, qu'on a dans nos connexions qui a remporté le public en 2013. Donc, c'est ça. Les Journées ludiques de Québec sont là pour promouvoir le jeu de société. Donc, on vous invite à aller voir ça si vous ne connaissez pas les Journées ludiques de Québec. Donc, on va terminer l'épisode avec les questions des auditeurs qui nous ont été adressées sur notre page Facebook. Donc, on commence avec une question de Pierre-Louis Renaud, qui est un des gars de la chaîne YouTube Et-tu-Game, qui nous demande quel est le jeu que vous attendez avec le plus d'impatience pour 2017. Jean-Philippe, je te laisse commencer. Ouais, c'est une question assez difficile pour moi. J'en ai plusieurs que j'attends. J'en ai écrit là, 3 sur ma feuille, il faudrait que je me décide. J'avais Renoir Miniature Game, là, ça m'intéresse beaucoup, mais je sais pas si c'est quand même un jeu qui va être assez dispendieux. Ça va être un jeu seulement de miniatures de Renoir, donc il y a des combats par exemple sur une table avec du terrain en conséquence, des montagnes, tout ça, et qu'on se déplace avec une règle là, qui permet de déplacer nos unités. Mais ça a l'air vraiment très intéressant comme jeu. Il y a le jeu Einstein aussi là, qu'on a supporté sur Kickstarter, un petit jeu de placement de pièces spéciales avec des formes, puis il faut faire des inventions.
Ça a l'air vraiment cool. Puis, mais je pense le jeu que j'attends le plus, ça surprendra, je pense, personne, c'est le jeu 13 Minutes de Cuban Missile Crisis, qui est un jeu qui va jouer encore plus rapide que 13 Days. Encore thématique guerre de la guerre des missiles. Je pense que celui-là, c'est clair que je l'achète dès qu'il sort. Puis je pense qu'il sort en mars ou en février, là, donc très prochainement. Je serais sûrement pas surprise de pouvoir arriver avec ça. De mon côté, je surveille pas tant que ça les sorties du jeu. Par contre, j'ai fait le tour un peu avec Jean-Philippe tantôt des jeux qu'on attend, qu'on a commandés sur Kickstarter. Puis celui que j'attends avec le plus d'impatience, c'est Endangered Orphans. C'est un jeu, je me souviens plus vraiment c'est quoi le jeu, là. Je me souviens que c'était un peu style party, mais c'était vraiment cute et drôle, là. C'est un jeu dans le fond où il y a des petits orphelins qui sont comme abandonnés, puis là, ça se peut qu'ils meurent. En tout cas, c'était vraiment drôle, mais un peu humour noir aussi en même temps. La campagne qu'il avait fait, c'était vraiment cool, donc c'est pas mal ce jeu-là là, que j'attends avec le plus d'impatience pour 2017. Ouais, d'accord. Puis c'est un jeu qui va arriver... Là, ils sont rendus au mois de mai, je pense. Au début, c'était janvier, mais là, ça a décalé, c'est sûr. C'est normal, là, Kickstarter... je pense une campagne qui a terminé en septembre ou novembre, puis c'était comme impossible que tu livres toutes ces... Je sais plus combien de backers, je pense que c'est plus que 1000, 2000, je sais plus trop combien, mais c'est impossible que tu fasses ça en dedans de 2 mois, là. Puis avec tous les ajouts, des fois, que tu rajoutes dans les stretch goals. Donc, c'était pas vraiment surprenant, mais ça devrait être, je crois, autour du mois de mai qu'on devrait recevoir ce jeu-là. Et donc, on va passer à la prochaine question. Ça vient de Stéphane Cloutier, qui est de la chaîne YouTube Mes Partis Pris, qui nous demande quel a été le jeu qui vous a le plus étonné en 2016, une surprise que vous ne vous attendiez pas. Je vais te laisser commencer. Donc, pour moi, on en a parlé tantôt, brièvement, mais c'est viticulture. Moi, les jeux de placement d'ouvriers, c'est vraiment pas ma catégorie de jeux préférée. Puis quand on l'a acheté, c'était vraiment plus pour te faire plaisir à toi que à moi. Là. Je me disais, bon, ça a l'air le fun, on peut l'essayer, mais je me disais, ça sera sûrement pas un de mes jeux préférés. Mais finalement, une très belle découverte, là, vraiment contente d'avoir acheté ce jeu-là. J'aime vraiment ça. Y jouer, puis je trouve la thématique est belle, tout est beau, les composantes sont belles. On en a déjà parlé beaucoup, là, mais vraiment un gros coup de cœur pour moi. Ouais, j'ai quasiment la même réponse, je l'ai considéré aussi, mais je vais y aller avec 13 Days de Cuban Missile Crisis. J'avais juste entendu un petit peu parler dans un podcast et que j'ai commandé quand j'ai gagné le jeu Mafia de Cuba. C'était pour... fallait que j'aille chercher le jeu au Valet de Cœur à Montréal. Mais là, moi, on est à Québec. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un jeu. Donc, lui, je l'en avais entendu parler. Je l'ai commandé. Puis, j'ai reçu en même temps Mafia de Cuba pour payer la livraison pas pour rien. Pour avoir un autre jeu aussi en plus. Et finalement, ben c'est ça. Ça a été vraiment une très belle surprise. Très bon jeu. J'adore ce jeu-là. Jouer à deux. Là, c'est vraiment le fun. 13 Days de Cuban Missile Crisis. Donc, nos réponses sont pas vraiment surprenantes là pour la question sur les surprises de 2016. Malheureusement, nos réponses... Ben, j'aurais pu considérer aussi Food Chain Magnate. On parle toujours des mêmes jeux. Hein. Ben là, c'est les jeux qui nous ont marqués. Mais c'est ça. Ouais, c'est on ça. vous fait part de nos favoris. Ouais. On va enchaîner avec une question de Chantal Lapointe qui nous demande « Connaissez-vous la plateforme de jeux en ligne Tabletopia? Je ne peux pas y jouer parce que je n'ai qu'une tablette avec Android et ça ne fonctionne pas. Pour ceux qui ont essayé, quels sont vos commentaires? » Donc, moi, j'ai pas encore essayé. Je me suis dit, il faudrait bien que je l'essaye éventuellement. Je me suis inscrit et tout. J'étais déjà allé voir un peu comment ça marchait. Je sais que c'est une plateforme de jeu qui... il faut connaître les règles. Si on joue, on va déplacer les pions. C'est un peu comme si on jouait avec le vrai jeu, mais on déplace avec notre souris, l'ordinateur, les pièces. Mais le jeu est comme si c'était un vrai. Donc, c'est ça la plateforme. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui l'emploient, mais je pourrais pas donner plus de détails, je l'ai pas encore utilisé, puis je suis tellement un amateur de
de versions solo de jeux. Donc, à la place d'aller jouer à un jeu que j'ai déjà avec d'autres joueurs que je connais pas, ben j'aime mieux jouer mes versions solo. Fait que je trouve pas le temps pour aller jouer sur Tabletopia, là. Et on va terminer avec une dernière question qui nous vient de David Couteau, professeur Board Game, qui nous demande quel est votre jeu déception de 2016. Jean-Philippe. Oui, pour ma part, c'est le jeu Mystic Vale. Un jeu qu'on avait pas trop regardé avant d'acheter. Il y avait l'air vraiment le fun avec les cartes transparentes et tout. On y a joué quand même 2-3 fois. Correct, mais j'ai même plus le goût d'y ressortir encore. Je sais qu'il y a une extension, mais on dirait que c'est un deck building avec que tu vas placer les cartes transparentes, ça ajoute aux cartes, mais je trouvais qu'il y avait un manque de saveur. On sent pas le thème, vraiment pas le thème en fait dans le jeu. Puis, je trouvais qu'il y avait trop de cartes vides, fait que ça te donnait tout le temps l'option de placer des cartes ailleurs. Puis, en tout cas, peut-être qu'on n'a pas assez joué, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont de cet avis-là qui... C'était le fun d'arriver avec ce truc-là, les plastiques transparents, mais il manquait un peu de saveur au jeu, là. Je pense que... On a d'autres deck building beaucoup plus le fun, je pense, que celui-là. Je comprends ton argument. Moi, je l'aime bien. Là. Je pense qu'on en avait déjà parlé, là, que tu avais été un peu déçu par ça. Moi, je l'aime bien, puis j'aimerais peut-être ça... avoir l'expansion éventuellement pour voir si ça ajoute, là, mais dans le fond, je comprends qu'il y en a qui veulent pas nécessairement investir plus dans ce jeu-là aussi, là. Ouais. Mais on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et toi? Moi, de mon côté, ma déception, c'est pas un mauvais jeu, là, c'est juste que on dirait que je m'attendais pas à ça, puis j'ai été déçue de mon appréciation. J'ai été déçue de ne pas l'aimer, et c'est La gloire de Rome. C'est un jeu de cartes. Il y a différentes choses sur les cartes. On peut utiliser les cartes de différentes manières là, pour faire des points. Puis, je sais pas pourquoi, ça me rejoint pas. Pourtant, la thématique, là, tout ce qui a rapport avec la Rome antique, la Grèce antique, l'Égypte ancienne, tout ça, d'habitude, je trippe, là, mais celui-là, je sais pas. Je comprends pas, je suis jamais bonne, ça marche pas, je sais pas, il y a quelque chose là qui me rejoint pas dans ce jeu-là, puis c'est plate parce que je pense qu'il est très bien coté, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais moi, ça me rejoint pas plus que ça. Non, je pense qu'il faut y rejouer là, parce que moi je l'aime bien. Oui, il faudrait peut-être y rejouer, peut-être qu'un jour je vais y prendre goût, là, mais on dirait qu'il me rebute à chaque fois, là, j'ai juste pas le goût parce que je sais pas, c'est trop compliqué pour ce que c'est pour moi, là. Non, ça se peut. Mais chacun les goûts, hein, c'est tout le monde a des numéros 1 puis des moins bons, puis c'est ce que ça fait. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Merci de nous en avoir envoyé. Si vous voulez nous envoyer d'autres, vous pouvez y aller via Facebook ou via notre site web là, sur Contactez-nous, comme j'ai mentionné plus tôt dans l'émission. Et donc, ça va conclure aussi notre émission pour cet épisode-ci. Encore une fois, très content d'avoir fait ça avec vous. Et on vous dit à une prochaine fois. J'espère que vous allez être au rendez-vous. Oui, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine!